Moi, j'aurais bien une question par rapport justement à si vous traitez justement plutôt du côté, alors c'est pas forcément le bon terme, hein, je m'excuse par avance, mais du côté des profils plutôt auteurs et plutôt bourreaux, hein, c'est-à-dire de la même manière, c'est-à-dire en proposant des temps d'échange, des temps d'écoute. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que je me dis, on parle, enfin, il y a beaucoup de, enfin, il y a des choses qui sont mises en place pour les victimes, qui est voilà, ce qui est très important et notamment en leur permettant de vraiment rester actrice et justement de pas être dans une posture passive, en leur permettant de leur donner vraiment des outils pour réagir. Donc je vois tout à fait toute l'importance, mais c'est vrai qu'en tant que travailleur social, je me dis aussi comment on fait pour agir également auprès des enfants qui seraient plutôt auteurs, voilà, pour intervenir, trouver quelles sont les souffrances et stopper justement ces comportements violents. Je ne sais pas, Daniel, si tu veux Oui, d'abord je, intervenir je et je vais, je vais- prendrai la parole après. voilà. Le premier point, c'est que le dispositif relié vient compléter des choses existantes, hein. Ce qui est important, c'est que euh, par exemple, sur le climat scolaire, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait, hein, par les établissements, hein, pour essayer d'apaiser ce climat scolaire, qui dépend beaucoup du cadre éducatif qui est créé autour du cadre d'adultes, de comment les adultes arrivent à installer un cadre pour permettre que les situations ne se produisent pas. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse sur ce qui se passe sur Internet. Il y a une prolifération de violences sur Internet pour les jeunes, ils sont exposés tout simplement parce qu'il n'y a pas de cadre du tout. Donc l'idée, c'est avant tout effectivement qu'il y ait un cadre d'adulte qui arrive à installer et surtout à mettre les limites, puisque ces enfants qui sont auteurs, ou ces groupes d'enfants, hein, qui sont auteurs, ont besoin qu'on leur mette des limites, qu'on dise là tu t'arrêtes et ça s'arrête là, etc. Donc ce point, nous on vient compléter, hein, ces dispositifs parce qu'on n'a pas, il faut qu'on agisse tous de concert en fin de compte sur ces points-là. Alors, on agit après à la demande et ça je vais laisser Françoise décrire les actions qu'on mène à la demande souvent des établissements ou des centres qui gèrent des enfants exclus pour travailler avec eux, mais on vient toujours en complément d'actions existantes parce qu'il n'y a rien de pire que de créer des actions discordantes avec d'un côté il y a une action qui va dire ça et puis vous voyez ils ont besoin d'avoir un cadre cohérent et homogène. Donc je vais laisser Françoise peut-être compléter sur les actions qu'on mène effectivement dans les établissements, qui sont des actions vraiment complémentaires. Ah, le micro, Françoise. T'ouvres ton micro. Ah voilà, c'était bloqué, je suis désolée. Donc en fait, cette question amène encore plusieurs choses, mais je voudrais justement, et c'est de la façon dont on travaille finalement, ce que je vais faire là, je voudrais ouvrir d'autres horizons. Il faut comprendre qu'on a un réflexe en tant qu'être humain, bizarrement, de s'intéresser toujours plus à l'agresseur qu'à l'agressé. Je vous laisse un peu méditer sur cette question-là, mais si vous regardez certains témoignages de victimes, quelles qu'elles soient, si vous regardez voilà, certaines émissions et parfois certains médias, vous allez vous rendre compte qu'on met plus en avant l'agresseur que l'agressé. Donc finalement, est-ce que là, pour aider ces enfants, il ne faudrait pas un peu inverser ? Ensuite, les enfants qui sont harcelés, il ne faut jamais oublier qu'ils peuvent mourir. Donc, il y a un danger, il y a une urgence. Si vous voyez une personne qui a été agressée dans la rue et qui est entre la vie et la mort, vous n'allez pas courir après l'agresseur. Vous allez faire les premiers soins et vous allez appeler les pompiers. Donc, ça, c'est aussi un réflexe que nous devons avoir. Alors, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Je voulais vous dire aussi, ne vous inquiétez pas, le harcelé, il n'a qu'une chose en tête, c'est d'aider le harceleur. Et c'est pour ça qu'il, entre guillemets, se laisse harceler. C'est-à-dire que comme il a beaucoup d'altruisme et de générosité,
Il a capté les difficultés, notamment narcissiques du harceleur, qui fait qu'il a besoin de l'aider. Et alors qu'il est épuisé, parce que jusque-là, il n'en parlait pas pour protéger tout le monde, mais aussi pour protéger le harceleur. Et une des choses que les enfants disent en premier lieu, c'est « Papa, maman, est-ce que tu pourrais l'aider? Il est en souffrance, il ne va pas bien, il a des problèmes. » Voilà les premiers mots que dit un enfant harcelé. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et puis, si vous voulez, ça en réfère aussi cette question au profil, même si on dit qu'il n'y a pas de profil, de l'enfant harcelé et de l'enfant harceleur. Donc, dans l'enfant harcelé, encore une fois, c'est un enfant qui aura beaucoup d'empathie, qui sera altruiste, donc qui voudra aider en permanence et qui finalement, de par ce trait de tempérament, va aussi faire perdurer ce harcèlement. Parce qu'il veut aider, encore une fois, ce harceleur, il veut comprendre, ça devient pour lui une espèce d'objet d'étude. Et surtout, une chose très importante aussi, il se demande, l'enfant harcelé, que font les adultes? S'ils ne sont pas foutus d'aider le harceleur, comment voulez-vous qu'ils m'aident? Et moi qui ai envie d'aider le harceleur, eh ben, je vais tout mettre en place dans mon environnement, je vais m'emmurer dans une sorte de solitude qui va arriver jusqu'à un isolement pour pouvoir essayer d'œuvrer, parce que naturellement ces enfants ont envie d'œuvrer pour ceux qui pensent, eux, être la victime, à savoir le harceleur. Donc, c'est très important de comprendre ça. Il faut comprendre aussi que le harceleur a mis en place une espèce de cours où il va y avoir ces fameux témoins qui ont peur du harceleur. Donc, nous, une des choses qu'on fait, notamment dans les classes, lorsqu'on intervient, c'est d'invalider la place du harceleur en faisant vraiment comprendre qui il est. En réalité, nous allons, vous voyez le discours qu'on tient là, on va le tenir certes un peu différemment, ce discours, mais on va expliquer les mécanismes du harcèlement par des médias, des films, enfin bon, passons, je ne peux pas tout vous dire en détail là, mais qui fait qu'à la fin, l'enfant dans la classe va dire, mais finalement, je n'ai plus à avoir peur du harceleur. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas, parce que ce qui fait mal au harcelé, c'est pas tant qu'il y ait un harceleur, c'est qu'il y en ait 50. Et il se pose la question en disant, mais si vraiment tout le monde est contre moi, c'est qu'à un moment donné, je dois me rendre à l'évidence, c'est moi qui dysfonctionne. Donc on part d'un élan de générosité à je suis quelqu'un de mauvais. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut créer chez un être humain. Donc, voyez la nécessité de s'occuper, bien évidemment, de la victime qui, quand il arrive à parler ou quand ça se voit, c'est qu'on en est à ce stade-là et que de ce fait, il vaut mieux bien sûr le prendre bien avant, tout ça, mais de ce fait, si vous voulez, il se condamne, il est condamné, il peut passer à l'acte, mais aussi on peut passer à l'acte. Il peut passer à l'acte aussi, et nous avons bien connu cette histoire d'un jeune homme il y a 10 ans qui a tué son agresseur. Il y a aussi ça, il peut tuer son agresseur, c'est une réaction. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui veut tuer son agresseur, c'est son cerveau qui sature et qui disjoncte, ce n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez, on va, entre guillemets, essayer de désamorcer ces mécanismes. Et pour désamorcer les mécanismes, il faut commencer, vous l'avez bien compris, par la personne qui est harcelée. La personne qui harcèle a besoin d'être prise en charge car il a des failles narcissiques. Et là, il est très important de pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse avoir une prise en charge extérieure, voire thérapeutique. Mais pour cela, il faut aussi toujours toucher les adultes, à savoir les parents. Et c'est jamais drôle de se rendre compte que son enfant peut être dans une position à un moment donné de harceleur. Oui. On va prendre d'autres questions, mais c'est vrai que les études, hein, par exemple, sociologiques qui ont été faites sur le climat scolaire, hein, qui ont été menées sur un truc, elles montrent quelque part que le taux de harcèlement qu'il y a dans une école est très lié au taux de harcèlement qu'il y a entre le personnel éducatif dans cette école. Quand vous avez 12% de harcèlement entre adultes dans le cadre éducatif, il y a le même taux de harcèlement au niveau des enfants. Donc il y a vraiment une corrélation entre le cadre qui est créé et finalement ce qu'on espère. Donc il n'y a pas de nature d'enfant, les enfants naissent tous
Enfin, ils naissent pas en disant tiens, toi tu vas être harceleur, toi tu vas être harcelé, tu vas essayer ça. En fin de compte, ils naissent tous avec leurs différences, avec leur façon d'être, leur potentialité, etc. Et la seule question qu'on a, c'est quel cadre on est capable de mettre en place, jusqu'à où on a envie d'aller, puisque vous voyez, quand beaucoup de personnes se disent moi, c'est pas mon métier, vous voyez, euh, aujourd'hui, on n'a pas trop parlé là, mais en fin de compte, le sujet est multidimensionnel. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'est pas juste harcelé à l'école ou juste harceleur à l'école. Il a une situation de vie, un cadre. Voilà, il est dans un système qui est complexe. Et donc, la question, c'est quel cadre on leur propose et comment on arrive à amener un cadre bienveillant et à arrêter les situations le plus tôt possible et à intervenir auprès des enfants. Le fait de rendre, je dirais, un monde où tout le monde est bienveillant, etc., ça fait plusieurs millénaires que l'humanité n'a pas trop démontré sa capacité à le faire. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans des utopies, je dirais, même avec une éducation poussée à la bienveillance. On ne va pas avoir des trucs. Par contre, il faut qu'on soit capable de maintenir des cadres le plus engagé possible et qui dépasse des fois nos professions, c'est-à-dire qu'on soit obligé de se dire, ben voilà, ça va plus loin parce que si je veux résoudre une situation, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Et on se rend compte que jusqu'au bout, sur des familles qui sont soit en très grande précarité, soit sur lesquelles il y a des difficultés familiales ou intrafamiliales, etc., il faut gérer cette complexité pour traiter la situation.